À Noël, ma sœur s'est levée, a tapoté son verre et a annoncé comme si elle recevait un prix: maman et papa vont me céder la maison. Émilie n'aura rien. La pièce a éclaté. Cris de joie, sifflements. Quelqu'un a même crié: ce n'est pas trop tôt. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste souri, comme on sourit quand une tempête arrive, mais qu'on sait déjà que le toit est à eux, pas à soi. J'ai posé ma fourchette. Papa, ai-je dit doucement. Devrais-je leur dire ou le ferez-vous? Son visage s'est vidé. Ma sœur s'est figée. Et à ce moment-là, tout le monde a su que quelque chose se préparait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après ce silence, dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? Cela m'aide de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des familles comme la mienne. Je m'appelle Émilie Dubois, et si vous aviez rencontré ma famille avant ce Noël, vous auriez pu penser que nous étions proches. Le genre de cliché provincial que les gens publient sur les cartes de vœux, pulls assortis, sourire devant le sapin, faisant semblant de n'avoir jamais haussé le ton. Mais les familles comme la mienne ne se brisent pas de manière bruyante et évidente. Elles se fissurent en silence, dans de petits choix, dans qui est écouté et qui est ignoré. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans cet espace discret où les gens ne vous remarquent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Jeanne, ma sœur cadette, n'a jamais connu cet espace. Elle était la préférée. Brillante, bruyante, pleine de charme. Le genre de fille que les tantes et les oncles adorent lors des réunions, la qualifiant de « perle » et de « rayon de soleil ». Je ne la haïssais pas pour cela. J'ai juste appris très tôt que je devrais construire ma vie seule, car rien ne me serait jamais offert comme on lui offrait tout. En grandissant, j'ai vu mes parents consacrer toute leur attention à Jeanne comme si elle était une plante qui nécessitait un arrosage constant, cours de danse, séjours linguistiques, leçons particulières, des choses qu'on me disait ne pas pouvoir se permettre quand je les demandais. Plus tard, quand j'ai déménagé à Paris pour le travail, ils ont appelé ça de l'égoïsme, comme si choisir l'indépendance signifiait les abandonner. Pendant ce temps, Jeanne restait proche, visitant chaque week-end, se glissant dans ce petit moule parfait qu'ils avaient sculpté pour elle. Pourtant, je rentrais toujours pour les fêtes, principalement pour ma grand-mère. Évelyne Dubois, esprit vif, cheveux argentés, la seule personne de la famille qui me regardait avec une vraie fierté. Quand elle me serrait dans ses bras à la porte, ce n'était pas une obligation. C'était comme être vue. Elle me tapotait la joue, me murmurait quelque chose comme « Tu es plus forte qu'il ne le pense », puis retournait à sa chaise comme si elle ne venait pas de me donner assez de carburant pour durer une année de plus. Ce Noël-là semblait étrange avant même de commencer. L'air dans la maison était différent. Lourd, plein d'attentes, comme si tout le monde avait été mis au courant d'un secret que je n'étais pas censée entendre. Maman virevoltait dans la cuisine avec ce sourire contraint qu'elle arbore quand elle cache quelque chose. Papa ne me regardait pas plus d'une seconde. Jeanne n'arrêtait pas de brosser des peluches imaginaires de sa robe, même si elle était parfaitement propre. Et quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai remarqué une chose de plus, une chaise vide à côté de la mienne manquait. Non pas déplacée, non pas poussée de côté, mais disparue. J'aurais dû savoir à ce moment-là. On pourrait penser que la chaise vide aurait été un avertissement suffisant, mais dans ma famille, les signes sont toujours silencieux avant d'exploser. Je me suis assise quand même, lissant ma serviette sur mes genoux, faisant semblant de ne pas remarquer comment les conversations s'éteignaient chaque fois que j'entrais dans la pièce. Elles devenaient plates pendant une seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur mute, puis reprenait avec des rires forcés dès que je passais. Jeanne flottait comme la star de sa propre parade, vérifiant les couverts, ajustant les angles du centre de table, murmurant de petites remarques à maman qui les faisait sourire toutes les deux. De temps en temps, elle me regardait avec un sourire pincé, poli mais vide, comme si j'étais une collègue qu'elle tolérait à peine. Ce n'était pas toujours comme ça. Pendant longtemps, Jeanne et moi n'étions que deux enfants, partageant une chambre, se passant des mots sous la porte quand nous étions censés dormir. Elle me tressait les cheveux, me volait mes pulls, me suppliait de l'emmener partout une fois que j'ai eu mon permis. Mais quelque part entre le lycée et l'âge adulte, quelque chose a changé. Elle s'est confortablement glissée dans le rôle que mes parents lui avaient construit, la fille en or, la fille parfaite, tandis que je m'éclipsais discrètement du tableau. La situation de la maison avait commencé 6 mois plus tôt, bien avant l'annonce de Noël.
C'était un samedi humide de juin quand maman a appelé, me demandant de rentrer pour quelque chose d'important. Aucun détail, aucun avertissement. Quand je suis arrivée, ils m'ont conduite directement à la table à manger, la même table où tout allait plus tard s'effondrer. Papa avait un dossier étalé comme une présentation. Maman souriait trop fort, comme si son visage lui faisait mal à force de s'étirer. Chérie, a commencé papa, nous refinançons la maison. Juste une simple signature, de meilleur taux. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Même à ce moment-là, quelque chose en moi s'est tendu. Ma famille ne me demandait jamais d'aide à moins d'avoir besoin de plus qu'ils n'étaient prêts à admettre. J'ai feuilleté les papiers, le cœur battant, alors que j'essayais de comprendre les chiffres. Quelque chose n'allait pas. Trop de pages, trop de montants noircis, trop d'explications précipitées. Puis-je les emporter avec moi, ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Mon avocat peut les examiner. Le silence qui a suivi m'a tout dit. Le sourire de maman a vacillé. Papa a refermé le dossier trop vite, comme s'il regrettait de l'avoir mis devant moi. C'est juste une formalité, a-t-il insisté. Pourquoi compliquer les choses? Mais j'ai pris le dossier quand même. De retour à Paris, mon avocat a feuilleté les papiers, les sourcils se levant de plus en plus à chaque page. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas hésité. Elle m'a appelé le lendemain matin. Ce n'est pas un refinancement, a-t-elle dit. C'est un transfert de responsabilité. Si vous signez, vous êtes responsable de leurs dettes. Dettes? J'ai fixé le téléphone, engourdi. Quelle dette? Elle a expliqué lentement, soigneusement. Un deuxième prêt immobilier, des mois de paiement manqués, des lettres de saisie, des choses dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Et au moment où j'ai compris, quelque chose en moi s'est verrouillé, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus froid, quelque chose de stable. 2 mois plus tard, papa a appelé à nouveau, cette fois pour demander de l'argent. Pas un prêt, pas de l'aide, de l'argent. Il a dit que c'était pour les frais médicaux de maman. Mais quand j'ai proposé de payer directement l'hôpital, il s'est effondré. L'histoire a changé. La vérité a éclaté. Paiement en retard, échéance, désespoir. Et maintenant, assise à cette table de Noël, regardant Jeanne briller sous l'attention de tous, le poids de ces 2 mois pressait contre mes côtes. Il ne lui donnait pas la maison. Il lui donnait la dette. Et il s'attendait à ce que je reste assise tranquillement à ses côtés pendant que cela se produisait. Au moment où novembre est arrivé, le secret s'est assis entre mes parents et moi comme un fil sous tension. Nous n'avons pas parlé des papiers que j'ai refusé de signer, ni de l'appel où papa a admis la vérité. Nos conversations se sont réduites à des bulletins météo et des questions sur le travail, comme si les banalités pouvaient couvrir un cratère. Il ne savait pas que j'avais fait plus que refuser. J'avais moi-même consulté les registres immobiliers. Je savais pour le 2e prêt immobilier, les intérêts qui les rongeaient, l'horloge de la saisie déjà en marche. Ils se noyaient et essayaient d'entraîner quelqu'un d'autre avec eux. Au début, j'ai pensé que cette personne devait toujours être moi. J'étais celle avec un emploi stable à Paris. Pas d'enfant. La personne qu'ils considéraient comme un filet de sécurité auquel ils avaient droit. Leur dire non, c'était comme apprendre une nouvelle langue qui avait le goût de la culpabilité. Puis Jeanne a commencé à poster des indices en ligne, des légendes sur de grands changements, des photos sur le perron avec nos parents, des blagues sur le fait d'être prête à devenir propriétaire. Chaque publication semblait ajouter une pièce au puzzle. Une semaine avant Noël, maman a appelé pour s'extasier sur l'excitation de Jeanne à organiser plus souvent une fois que les choses seraient réglées avec la maison. Elle l'a dit légèrement, comme si la maison était un héritage doux, pas une bombe qu'ils enveloppaient dans un ruban. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'espérer qu'ils régleraient les choses seuls. Je suis allée à mon bureau, j'ai sorti un dossier et j'ai commencé à le remplir, copie des paiements en retard, avis, les pages de résumé qui montraient exactement à quel point ils étaient endettés. Je n'avais pas l'intention de les humilier. J'avais l'intention de m'assurer que personne ne pourrait dire qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Le matin de Noël, je suis rentrée en voiture avec ce dossier dans mon sac et un nœud à l'estomac. Une partie de moi voulait encore croire qu'ils m'écarteraient, qu'ils admettraient que le plan était allé trop loin. Au lieu de cela,
maman m'a accueilli à la porte avec un câlin serré qui sentait le parfum et l'attention. « Tu es magnifique », a-t-elle dit. « Jeanne sera si heureuse que tu sois là. » La façon dont elle a dit « Jeanne » et non « nous » m'a tout dit. À l'intérieur, la salle à manger était dressée. Des rallonges à la table, des verres brillants, chaque chaise occupée sauf la mienne. Ma grand-mère a croisé mon regard depuis sa place habituelle et m'a fait un petit signe de tête, comme si elle en savait plus qu'elle ne le disait. En me glissant à ma place, ma main a effleuré le bord de mon sac. Papier contre toile, preuve contre déni. S'il transformait ce dîner en spectacle, j'en avais fini de jouer les figurantes silencieuses. Quand ma sœur s'est levée de sa chaise et a tapoté son verre, je savais déjà que j'étais sur le point de voir le rideau se lever sur une performance qu'ils avaient répétée sans moi. Jeanne se tenait là, rayonnante, ses cheveux parfaitement bouclés, le collier que notre grand-mère lui avait donné, captant la lumière comme s'il avait été choisi spécifiquement pour le moment qu'elle était sur le point de voler. « Maman et papa vont me céder la maison », a-t-elle annoncé, sa voix assez claire pour porter par-dessus chaque assiette et chaque verre. Émilie n'aura rien. La pièce a éclaté avant même que la signification n'ait fini de s'installer. Des acclamations, des applaudissements bruyants, quelques sifflements, et le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent soutenir quelque chose de bien. Quelqu'un a même tapé papa dans le dos. Ma mère a essuyé le coin de son œil comme si elle assistait à des fiançailles. Je n'ai pas touché mon verre. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste regardé Jeanne et souri. Pas un sourire large, pas chaleureux, le genre de sourire qui porte le poids de tout ce que vous ne dites pas encore. Puis j'ai posé ma fourchette sur mon assiette et j'ai demandé à papa, devrais-je leur dire ou le ferez-vous ? L'effet a été instantané. C'était comme si mes mots avaient coupé un fil. La pièce est tombée dans un silence si lourd que j'entendais le radiateur tic-tac. La main de papa a glissé. Sa fourchette a heurté l'assiette avec un cliquetis métallique qui a résonné. L'expression de Jeanne s'est crispée. Nous dire quoi ? Autour de nous, les cousins et tantes se sont penchés en avant, flairant le drame. Ma grand-mère a expiré brusquement, comme si elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, cesse de faire semblant que tout allait bien. J'ai tendu la main dans mon sac, j'ai sorti le dossier et je l'ai posé devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai juste laissé là, reposant comme une menace silencieuse. Avant de célébrer le fait que Jeanne obtienne la maison, ai-je dit calmement, vous devriez probablement connaître l'état dans lequel elle se trouve. Papa a essayé de se reprendre. Émilie, pas ici. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous n'avez pas été gênée quand vous avez décidé de la lui céder sans lui parler de la dette. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont éteintes. Jeanne s'est raidie comme si quelqu'un avait tendu une corde à l'intérieur d'elle. Quelle dette a-t-elle claqué ? J'ai finalement ouvert le dossier. Une pile de paiements, de factures et d'avis de retard nous fixait. J'ai glissé une page en avant, la ligne de résumé en gras. Ils sont en retard sur les paiements, ai-je dit. Sur 2 prêts immobiliers. Le second a été contracté sans le dire à personne. Ils sont à quelques mois de la saisie, peut-être quelques semaines. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Papa a rougi. Jeanne a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, sa voix montant. Ils m'auraient dit. Est-ce qu'ils vous ont dit, ai-je demandé, les yeux fixés sur les siens, que la maison vient avec plus de 100 000 € de dette ? Que si vous signez ces papiers, vous êtes responsable de chaque paiement en retard et de chaque pénalité ? Quelque chose a craqué dans son expression. Le doute s'est insinué. Papa a essayé à nouveau. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est, Émilie. Nous gérons la situation. Vraiment ? J'ai brandi une autre page. Parce que celle-ci dit que la banque n'est pas convaincue que vous gériez quoi que ce soit. Il s'est jeté en avant comme s'il pouvait m'arracher le papier des mains, juste là, devant 20 témoins. Je l'ai retiré avant qu'il ne puisse le toucher. Arrête, a supplié maman. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous avez choisi aujourd'hui. Les parents ont commencé à gigoter sur leurs chaises. Certains mal à l'aise, certains nouvellement curieux,
quelques-uns ouvertement furieux d'être inclus dans ce spectacle pour lequel ils n'avaient pas été préparés. Ma tante Diane a été la première à parler. « Daniel » a-t-elle dit sèchement. « Est-ce vrai ?» Papa n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait craquer. Maman a enfoui son visage dans sa serviette. Jeanne a regardé entre eux et moi. Mais ils ont dit que la maison était à moi. Ce n'était jamais un cadeau, ai-je dit doucement. C'était une porte de sortie pour eux. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter la dette. D'abord, ils ont essayé de me piéger. Quand cela n'a pas marché, ils vous ont choisi. Jeanne se tenait figée dans sa robe à sequins, tremblante. Son fiancé, Antoine, s'est légèrement éloigné d'elle, comme s'il n'était pas sûr de devoir être associé à tout cela. Elle ment? A-t-il demandé. Mes parents? Maman a sangloté. Papa n'a pas levé les yeux. C'en était assez. Antoine a repoussé sa chaise et s'est levé. Tu m'as dit que la maison était payée. Tu as dit que nous aurions un nouveau départ. Jeanne a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Tu t'attends à ce que a-t-il dit, la voix tremblante entre la colère et l'incrédulité, que je commence une vie sur un navire qui coule. Antoine, s'il te plaît. Il a secoué la tête. Je n'épouse pas ça. La pièce a halté collectivement alors qu'il sortait, passant devant la dinde, devant mes parents stupéfaits, par la porte d'entrée sans se retourner. Les jambes de Jeanne ont lâché. Elle est tombée sur sa chaise, les mains tremblantes, le mascara coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la petite fille qui venait se blottir dans mon lit après les cauchemars. Ce n'est pas ma faute, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas, je sais, ai-je dit doucement. Papa a claqué sa paume sur la table. Tu as tout gâché. Je l'ai regardé. Non, vous avez tout gâché la minute où vous avez essayé de transmettre votre dette à vos enfants comme si c'était un héritage. Vous êtes en train de déchirer cette famille, a pleuré maman. Elle était déjà brisée, ai-je dit. Je refuse juste de continuer à balayer les morceaux sous le tapis. Un murmure a parcouru les cousins et tantes, un accord, une déception, un jugement, du genre qui pique d'autant plus qu'il vient de témoins qui ont tout vu. Ma grand-mère s'est levée lentement, utilisant la table pour s'équilibrer. Sa voix, bien que fine, portait plus d'autorité que celle de quiconque. Je vous ai mieux élevé que ça, a-t-elle dit à mon père. Vos filles ne sont pas des canaux de sauvetage dans lesquels vous devez grimper. Papa a rapetissé. Maman a pleuré encore plus fort. Jeanne a finalement levé les yeux vers moi, les yeux creux. Que dois-je faire maintenant? La question a frappé plus profondément qu'elle ne l'entendait. Non pas parce que j'avais la réponse, mais parce qu'elle posait enfin la question à la bonne personne. Pas aux parents qui lui avaient construit des illusions, mais à la sœur qu'ils avaient mise de côté. Avant que je ne puisse parler, quelqu'un a frappé fort à la porte. Toutes les têtes se sont tournées. Le coup est venu de nouveau, plus fort. Papa a froncé les sourcils. La porte s'est ouverte et une femme est entrée. Un costume simple, un badge accroché à sa ceinture, une expression calme et illisible. Monsieur et Madame Dubois, a-t-elle demandé. J'ai besoin de vous parler concernant vos dossiers hypothécaires. La pièce a éclaté à nouveau, cette fois dans une vague d'incrédulité. Maman a failli s'effondrer. Papa est devenu blanc. Jeanne a agrippé le bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Je n'ai pas bougé. Je suis restée assise, respirant lentement, regardant la vérité atterrir enfin là où elle devait être. Pourquoi est-elle ici, a murmuré papa, la voix brisée. L'enquêtrice n'a pas cligné des yeux. Nous avons reçu un signalement de potentielle faute financière. J'ai quelques questions. On aurait pu entendre une épingle tomber. Personne n'a applaudi maintenant. Émilie, a sangloté maman. Dis-lui que tu as mal compris, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Pas encore, car la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Quand l'enquêtrice est entrée dans la maison, tout ce qui avait maintenu mes parents ensemble a finalement cédé. Elle a posé des questions calmes et mesurées sur les paiements, les retards, les avis, le deuxième prêt immobilier, et chaque réponse qu'ils évitaient rendait la pièce plus petite.
Les cousins et tantes se sont éloignés d'eux comme s'ils reculaient d'un incendie. Jeanne est restée immobile, ses mains tremblant sur ses genoux. Elle n'était plus en colère, juste vidée, comme si quelqu'un avait drainé la couleur d'elle. Ma grand-mère s'est tenue derrière elle, posant une main sur son épaule, stable et silencieuse. Quand l'enquêtrice est partie avec les documents, la maison est tombée dans un silence lourd. Maman a essayé de me tendre la main. Papa a marmonné que je les avais embarrassés. Ni les excuses ni le blâme n'ont eu d'effet. J'ai pris mon manteau. Jeanne a murmuré, « Ne pars pas », je lui ai dit, « Je serai toujours là. » Juste plus pour leurs mensonges. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Mes parents ont été forcés de confronter ce qu'ils avaient construit, couche après couche de secrets, d'excuses et de dettes. La maison a été mise en vente. Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Plus de grandes annonces. Plus d'illusions d'enfants en or. Jeanne a commencé une thérapie. Elle m'appelait souvent, parfois pour pleurer, parfois juste pour rester en silence au téléphone. Elle m'a dit qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais cessé de laisser nos parents parler pour moi. Quant à moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années, dire la vérité n'est pas une trahison. La cacher l'est. Et les familles bâties sur le déni finissent toujours par s'effondrer.